sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h sur Europe 1. La ligne est ouverte au 39 21. Jeanne et Paul sont tout prêts à vous accueillir avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et bien sûr, vous pouvez également vous faire entendre en envoyant vos messages au 7 39 21 et en les commençant par le mot nuit, ou également vos courriels sur le site europe1.fr. 39 21, je vous attends. La libre antenne de Caroline Dublanche, c'est du dimanche au jeudi de 23h à 1h sur Europe 1. Bonsoir Aline. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous appelle parce que je suis un petit peu embêtée. Là, j'ai 24 ans. Oui. Et je sais pas trop quoi faire de ma vie, dans le sens professionnel. Oui. C'est-à-dire que tout ce que j'ai commencé, je l'ai arrêté. Quand j'ai eu des contrats, j'ai arrêté avant la fin. Oui, des contrats donc professionnels pour avoir un travail. Oui. Dans quel domaine vous jusqu'à présent? Dans des domaines administratifs. Oui. Vous avez une formation particulière donc Justement, en fait, jusqu'à mon bac, oui. j'ai toujours été très bonne élève. J'étais dans les premières de la classe. Oui. Et il y a un petit souci à nouveau, je crois, avec le chaman. On a un petit souci technique. Non, ça y est, on vous entend. Oui, je vous entendais plus. Vous m'entendiez, vous, d'ailleurs? Oui, je vous entendais, oui. Oui. On a vraiment un problème, c'est ça. Parce que nous, moi, je ne vous entendais plus du tout. Il y avait un gros blanc. Alors, donc, jusqu'au bac, vous étiez une très bonne élève. Donc, et qu'est-ce qui s'est passé alors par la suite? C'est que vous ne saviez pas, c'est l'orientation que vous avez prise ne vous convenait pas? Non, c'est qu'en fait l'année de mon bac aussi, j'ai fait quelques erreurs pour attirer l'attention de mon père, on va dire, qui ne me prêtait pas beaucoup attention. Lorsque j'avais même des bonnes notes, des bons bulletins, il n'était pas très démonstratif. Oui. Et donc, après mon bac, j'ai tout laissé, j'ai tout arrêté. J'ai commencé après un BTS que j'ai arrêté au milieu de l'année, quand il était malade aussi, parce qu'il a eu un cancer et en 9 mois, il est décédé. Votre père? Oui. Donc, en janvier, dès qu'on a su qu'il était malade, donc j'ai arrêté parce que je n'étais pas bien. Oui, bien sûr. Et donc, après, le temps est passé, je me suis mariée. Et entre-temps, j'ai rien fait, en fait. Entre-temps, je n'ai pas travaillé, j'ai rien fait, j'ai plus rien fait. Et là, je suis à la maison, je m'occupe de mon fils et j'ai recommencé un BTS par correspondance. Oui, il a quel âge? C'est un petit bébé que vous avez alors? Là, il a 3 ans. Il va avoir 3 ans bientôt. D'accord. Oui. Et donc, j'ai recommencé donc un BTS par correspondance. Et même là, ça fait 2 mois, je n'ouvre plus mes cahiers, j'ai plus envie. Ça me plaît plus. Et comment vous vous sentez dans quel état d'esprit êtes-vous? Je me sens mal. Vous vous sentez mal, mais pas seulement par rapport, je voulais dire, à cette perspective, au fait que vous ne savez pas très bien où vous allez, mais vous, dans la journée comme ça, quelle est votre humeur un peu? Je suis pas de très bonne humeur. En fait, je sais pas où je vais, je sais pas ce que je veux, je sais pas. Parce qu'en fait, je dis, moi, je n'ai pas très envie de travailler, d'être un salarié, de travailler comme tout le monde, de 8h à 5h, rentrer à la maison, avoir un patron, avoir une vie normale. Moi, j'aimerais bien créer mon business et le faire. Créer mon travail, en fait. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui vous avez en tête? Je cherche. Vous n'aimeriez pas avoir trop de contraintes, dépendre de quelqu'un? Avoir un patron comme ça, avoir des horaires réguliers, c'est ça, c'est cette perspective-là qui ne vous tente pas. Oui. Quand vous étiez au moment de l'année du bac là, où à ce moment-là, vous étiez excellent élève puisque dans les premières de la classe, et vous dites que vous avez fait quelques erreurs pour attirer l'attention de votre père.
qu'est-ce qui, à ce moment-là, est-ce que vous aviez un projet en tête pour la suite, ou quand vous pensiez à quelque chose pour votre avenir, est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous motivait à cette époque-là? Non, pour mon avenir professionnel, pour les études. Oui, enfin, ou quel métier qui vous tentait, Non, pas vraiment. Et ça, parce qu'au bac, en général, je n'ai jamais eu de... Comme souvent, certains disent, oui, depuis que je suis enfant, je veux faire ce métier-là. Et moi, non, pas du tout. J'ai aucune... Oui. Non. Alors, en même temps, ce qui me frappe, là, dans ce que vous me dites, Aline, c'est que vous dites qu'il ne se passe rien, il ne s'est rien passé sur le plan professionnel, mais en même temps, sur le plan personnel, il s'est passé énormément d'événements et d'événements très chargés émotionnellement, hein. Oui. Parce que vous me dites votre père dont vous cherchiez à attirer l'attention parce que vous trouviez qu'il n'était pas très présent pour vous. Bon, il se trouve que malheureusement il est décédé peu de temps après. Vous me dites vous êtes mariée, avoir eu un enfant, si je comprends bien, dans la foulée de ce mariage, puisque votre petit garçon a aujourd'hui 3 ans. Donc, sur le plan de votre vie personnelle, ce sont des événements très, très forts, hein, très denses. Oui. Et que vous avez vécu là. Oui. Oui, mais maintenant, je me pose des questions pour l'avenir, c'est ça, parce que je ne me vois pas mère au foyer toute ma vie non plus. Oui, d'accord. Oui, surtout que votre petit garçon grandit, il va à l'école là maintenant. Oui, il va à l'école depuis septembre. D'accord. Oui, donc vous avez vos journées plus libres en plus. C'est ça. C'est pas comme quand il était petit et que bébé et que vous deviez vous en occuper beaucoup. Voilà. Et en fait, ce que je comprends pas, ma question aussi que je disais à Jeanne, c'est que je ne comprends pas en fait pourquoi je fuis tout le temps. Vous avez l'impression de fuir? Ah oui. Oui. Ben, je fuis quand je commence quelque chose, je ne termine pas. En fait, je ne vais pas au bout des choses, plutôt. C'est plutôt ça. Je ne vais jamais au bout des choses. Et ma famille me reproche souvent. Bon, maintenant, moins. Mais quand j'étais plus jeune, mes sœurs vous gueulaient beaucoup. Vos sœurs, elles sont plus âgées que vous? Oui, j'ai 3 grandes sœurs, oui. D'accord. Et elles ont fait des études ou oui, elles ont toutes, elles travaillent toutes, elles ont toutes une bonne situation, elles sont bien. Et comment se fait-il que vous aviez ce sentiment que votre père ne s'intéressait pas vraiment à vous, en tout cas pas comme vous l'auriez souhaité, et vous dites même alors que vous étiez excellente élève, donc là vous aviez vraiment envie de lui plaire aussi, de faire en sorte qu'il s'intéresse à vous. Oui. Ben, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que mes parents ont toujours voulu avoir un garçon, peut-être. Et alors, ils ont eu 3 filles avant moi, et puis à l'époque, ils savaient pas vraiment si c'était une fille ou un garçon jusqu'à l'accouchement, et puis peut-être qu'ils ont vu que c'était une 4e fille, alors je pense que c'est ça aussi, hein. Ils ont dû être déçus de ne pas avoir eu de garçon. Vous pensez, ouais. Je pense. Et puis mes grandes sœurs sont des femmes très très bien, et donc voilà, je sais pas. Et vous? Moi aussi, mais je sais qu'aux yeux de mon père, il est préféré à moi, c'est sûr. Et c'est normal parce qu'elles étaient mieux que moi à l'époque. Mais bon, Je pense pas, comme vous, elle n'était pas mieux que vous. Mais comme vous dites déjà, vous aviez 3 grandes sœurs avant, donc on peut penser, c'est quand il y a comme ça dans déjà une fratrie assez importante, on peut attendre un enfant. C'est quand on a plusieurs filles, on attend le garçon. S'il y avait eu plusieurs garçons, on aurait attendu la fille. Bon, parce que c'est humain, ça. Hein, on aime bien avoir, en général, expérimenter du nouveau, justement, de la différence. À moins qu'on ait une histoire particulière qui fait qu'on ait envie d'avoir que des filles ou que des garçons. Après, chacun est porteur d'une histoire singulière. Mais vous, je pense qu'il y a une faille là. Parce que, vous le dites, vous avez eu le sentiment de toute façon de décevoir. Par le fait même d'être une fille. Ce qui fait que j'ai eu pendant des années un côté garçon manqué. Eh oui. Aussi. Oui. Qui se manifeste. Aujourd'hui, je ne suis pas très coquette, je ne suis pas... Ouais.
Oui, mais ça vous empêche pas d'être pleinement dans votre féminité, puisque vous êtes en couple, vous avez ce petit garçon, d'ailleurs un petit garçon. Qu'est-ce que vous avez ressenti vous quand vous avez su que vous attendiez un petit garçon et J'étais contente. Oui. Contente. Oui. C'est bien. Oui, et peut-être aussi vous avez pensé à votre père à ce moment-là Oui, lui, il aurait été heureux. Et oui. Parce que ma sœur a déjà eu un petit garçon. Oui. Lorsqu'il était vivant, il adorait son petit-fils. Oui, c'est ça. Et il pouvait, en tant que grand-père, réaliser des choses, c'est vrai, qu'on ne fait pas avec une petite fille, et inversement d'ailleurs. Hein. Donc ça le comblait. Mais pour vous, c'est compliqué parce que ça peut expliquer le fait que vous n'alliez pas au bout des choses. Parce que vous pouviez avoir ce sentiment très profondément ancré en vous que de toute façon, quoi que vous fassiez, vous déceviez. C'est ça. Alors à quoi peut-être bon que j'attendais un retour. J'attendais un retour de des encouragements. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que là aujourd'hui j'ai pu. Mais bon, maintenant je suis une femme, donc il faut que je. Vous êtes une jeune femme. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais vous êtes une jeune femme. Hein, vous avez 24 ans et il s'est passé déjà. Vous avez vécu beaucoup de choses, je trouve là, de façon en plus très rapprochée, qui sont quand même très bouleversantes. Le décès d'un parent, ça bouleverse beaucoup, quel que soit le lien qu'on ait pu avoir avec ce parent, la naissance d'un enfant, le fait de vous être marié. Bon, c'est quand même ça vous a pas empêché de vous réaliser, et ça c'est plutôt très constructif. Et d'ailleurs, même dans ce que vous dites, je trouve, paradoxalement, dans votre projet, dans votre perspective, on va dire, plus que projet pour le moment, professionnel, l'envie de construire quelque chose par vous-même. Il y a ce besoin d'autonomie, et je trouve que il y a de l'audace là-dedans. Vous voyez, vous n'êtes pas timoré là, je trouve, dans votre désir. Ouais. C'est audacieux de vouloir créer quelque chose par soi-même, d'être indépendante. Donc pourquoi pas explorer cette piste-là. Oui. Même si, votre mère, elle avec vous était et comment aujourd'hui la relation? C'est une super mère. D'accord. C'est une mère, elle a été vraiment, j'ai aucun reproche pour ma mère, elle a toujours été là pour nous et mes sœurs. C'est notre maman, copine, confidente, tout. Donc elle est toujours là pour nous rassurer, pour nous aider. Encore aujourd'hui, on a des liens très forts. Et nous quatre avec ma mère, qu'on est tout le temps très. Oui. On est très soudés. Oui, vous n'avez pas senti chez elle ce sentiment. Vous n'avez pas eu ce sentiment de la décevoir, entre guillemets. On va mettre entre guillemets parce que c'est. Mais comme ça se passait avec votre père. Non, mais en quelque sorte quand même, puisque même après le décès de mon père, comme j'arrête à chaque fois mon travail ou quelque chose, ou un projet que j'ai voulu entamer, que j'arrête, ça la déçoit quand même un petit peu, même si elle me pardonne et puis elle passe au-dessus de ça, quoi. Et je sais que parce qu'elle aimerait bien me voir quand même épanouie dans un travail. Oui. Même si elle sait que je suis en sécurité, je suis mariée, mon mari gagne très bien sa vie, et c'est pas un souci. Est-ce qu'il vous soutient justement, votre mari? Comment mari, est-il? Lui, c'est fais ce que tu veux. Oui, il me soutient, mais il après, vous encourage. C'est ça. Il vous laisse quand même. Ça vous renvoie à vous-même. C'est ça. Il est partant. Il sera à vos côtés, quel que soit votre choix. Ça, c'est important. Il croit en vous, lui. Oui. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que votre père ne croyait pas en vous. Non, je pense pas. Mais c'est comme vous dites, c'est ce qui peut arriver quand on a le sentiment de pas être à la bonne place. Enfin, parce que qu'est-ce que vous voulez? Vous ne pouvez rien faire par rapport à votre sexe. Vous êtes née petite fille et pas petit garçon. On peut pas changer ça. On peut pas changer cette donne-là. Mais il vous a manqué cette reconnaissance. Et ça, c'est beaucoup. Important. Oui, oui. Et d'ailleurs, vous lâchez. Oui. Et c'est pour ça que mon mari, je lui demande beaucoup, à travers ses yeux,
je lui demande de faire des compliments ou de me dire des choses que j'aimerais entendre de mon père, en fait. Enfin, que c'est bien, tu es une bonne fille, des choses... Mon mari est à 15 ans de plus que moi. Oui. Donc, j'ai cherché aussi un peu en lui, mon père. Oui, bien sûr, oui, certainement. Voilà, et c'est rassurant. Voilà. Bien sûr. Oui, c'est d'ailleurs après en étant comme ça la première en classe, en obtenant des très bons résultats, c'était une façon aussi de dire au moins vous allez être valorisé aux yeux de votre père par ces bons résultats. Mais même ça ne permettait pas qu'il soit plus qu'il vous félicite, qu'il vous encourage. Un enfant a besoin de ça pour prendre confiance en lui. C'est important. Bien sûr, oui. Mais ça m'avait marqué. Ça m'a marqué beaucoup. Parce que si vous voulez, le manque de confiance, derrière cet aspect qui vous a été reproché, un peu dilettante, c'est-à-dire de ne pas aller au bout des choses, il peut y avoir derrière un important manque de confiance en vous. Et le manque de confiance en soi... Oui, pardon ? Je dis c'est certain. Ouais. C'est sûr, oui. Et le manque de confiance en soi, il s'enracine souvent dans le sentiment de ne pas avoir répondu aux attentes des parents. Et vous, je vous dis, dans le fait d'être née fille, la 4e fille, là où, à juste titre, vous pensiez que vos parents espéraient certainement un petit garçon, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas aimé profondément la petite fille et la jeune fille et la jeune femme que vous êtes aujourd'hui. Oui. Mais à la base, il y a eu comme si vous les déceviez en naissant fille. Et c'est vrai que souvent, même adulte, on reste en quête comme ça d'une reconnaissance. Et parfois improbable et malheureusement d'autant plus que votre père n'est plus là aujourd'hui. Et je ne sais pas comment vous avez vécu, puisque c'est récent le deuil de votre père. Comment... C'était il y a 4 ans. Oui, c'est récent, oui. Ça reste difficile pour vous ? Le mois précédent, on ne se parlait pas, on était en conflit. Oui. Vous étiez en conflit tous les deux ? Voilà, on s'est rapprochés par la maladie. D'accord, c'est important ça. Pour vous, ça a dû vous réconforter quand même de pouvoir avoir pu dépasser ces conflits et que la relation, elle s'était un peu apaisée avant son décès. Ah, beaucoup, oui. On s'est pardonné. Il a dit qu'il avait fait des erreurs et moi aussi, je lui ai demandé pardon pour tout. Oui. Et non, ça m'a fait beaucoup de bien et heureusement, parce que sinon je n'aurais pas pu vivre bien. Oui, en tout cas. Ouais. Vous avez raison. Enfin, en tout cas, c'est difficile quand on est dans une relation conflictuelle avec un parent que celui-ci décède, quel que soit l'âge que l'on peut avoir, d'ailleurs, parce que là, il y a le côté ce qui aurait pu se régler avec lui, ça ne sera vraiment plus possible. Et c'est très douloureux. Donc c'est bien que vous ayez pu vous rapprocher de lui et avoir une relation plus apaisée avec lui. Il n'empêche que je pense que ce manque de confiance, bien que vous ayez certainement beaucoup d'atouts et qui perce comme ça, qui filtre à travers certaines de vos réflexions, quand vous dites que vos 3 sœurs sont des femmes très bien, enfin comme si, vous voyez, il y a d'un côté vos 3 sœurs et vous. Enfin, il y a quelque chose qui persiste à mon avis, ou c'est ce qui vous bloque dans le fait d'aller au bout de vos choix. C'est vrai, parce que j'ai pas le même équilibre qu'elle, on va dire. Et même quand j'étais petite, par exemple, au primaire ou au collège, tous mes amis disaient « Waouh, tes sœurs, elles sont belles, tes grandes sœurs sont belles. » Et moi, j'étais pas belle. Pourquoi ? J'étais pas très belle. Comment ? Oui. Parce que j'étais petite, j'étais pas... Vous étiez une petite fille aussi par rapport à elle, peut-être, vous avez, c'est ça ? Ils disaient tous « Ouais, tes sœurs, elles sont belles. » Mais c'était vos copains qui vous disaient ça ? Non, des amis. Vos copains, amis ? Copines, Oui. Amis, Oui, mais elles étaient certainement à un âge... Vous étiez petite et elles étaient quoi, au moment de l'adolescence, en pleine... Non, on a 4 ans, 10 ans et 13 ans d'écart. Oui, alors ça fait une différence. Il y en a qui étaient déjà des femmes. Oui, quand j'avais 10 ans, on avait 20 ans. Oui. Et oui, là où vous étiez encore une petite fille, puis après peut-être une adolescente qui se cherchait un peu. L'adolescence, c'est pas le moment où on est le mieux dans sa peau, dans sa tête, dans son corps. Oui. Donc, mais ça a ajouté à cette comparaison.
C'est-à-dire comme si vous, bon, il y avait ces modèles des 3 sœurs devant vous, et puis vous, on aurait bien aimé que vous soyez le garçon que vous cherchiez à être. Comme vous dites, le garçon manqué. Hein, on dit jamais d'ailleurs une fille manquée. C'est assez révélateur dans nos sociétés. Oui, on dit toujours il se comporte comme un garçon manqué. On ne dit jamais une fille manquée. Bon, ça a un sens aussi. Hein. Mais je crois qu'il y a quelque chose de ça qui persiste, même si ça, heureusement, sur le plan quand même affectif, vous avez pu finalement aller vers un homme qui vous sécurise, si je comprends bien. Qui vous rassure par son amour, par le fait qu'il a confiance en vous, il vous aime déjà, et puis il a confiance en vous aussi. Donc, bon. Mais même lui, j'ai l'impression de le décevoir, même s'il ne me le dira pas. Pourquoi ? J'ai l'impression de le décevoir du fait que je ne fais rien. Mais vous ne faites pas rien, déjà. Vous ne faites pas rien parce que vous savez, déjà vous avez un petit garçon qui a 3 ans. C'est les 3 premières années, elles sont quand même très très prenantes. Donc vous avez déjà été présente pour lui. En plus, comme j'imagine que vous êtes là, vous occupez un peu de la maison. Qu'est-ce que ça veut dire faire rien ? C'est-à-dire que vous n'avez pas pour le moment un projet professionnel. Voilà. Oui. Votre mère travaille aussi ? Non, ma mère n'a pas travaillé pendant des années. D'accord. Et après, elle a voulu prendre son indépendance. Donc, je ne vais pas vous rentrer dans tous les détails, mais elle a vendu ses bijoux pour payer son permis de conduire. Et dès qu'elle a eu son permis, elle a commencé à travailler. Donc, elle a vraiment arraché, on va dire, son indépendance. Ah oui, complètement. Et vous voyez, c'est très encourageant, ça. Oui. Parce que qui vous dit que vous n'avez pas ça en vous, vous savez, vous pouvez tenir d'elle. C'est-à-dire que vous suivez un parcours différent par rapport à vos sœurs, qui peut-être, elles, ont fait plus les choses comme ça, d'un cheminement plus classique, dans l'ordre, on va dire. Elles ont fait des études, elles se sont mariées après, elles ont eu des enfants après. Vous, à un moment, vous avez quand même, vous êtes allé, vous avez commencé un BTS que vous avez arrêté, mais il faut dire qu'à ce moment-là, votre père était très malade et qu'il est décédé. Enfin, c'est pas les meilleures conditions pour poursuivre des études, aussi. Là, vraiment. Bon, vous vous êtes mariés, vous avez fait votre petit garçon et vous n'avez que 24 ans. Vous vous rendez compte, à 24 ans, l'avenir reste largement ouvert pour vous. Oui. Combien même vous voudriez reprendre des études d'ailleurs ? Mais j'ai commencé, c'est ça le problème. J'ai commencé à notre BTS, mais que là, j'ai pas trouvé de stage et j'ai pas envie d'en chercher plus et je laisse tomber. Oui, mais alors je vais vous dire, c'est quand même, c'est dur aussi, je trouve de le faire comme ça à la maison. À la maison, ouais. Non, franchement, j'avais des bonnes notes. L'année dernière, j'ai eu des bonnes notes. Et là, cette année, j'ai commencé, mais j'ai pas trouvé de stage. Et pourtant, c'est un stage de 7 semaines non rémunéré. Et j'ai pas trouvé. Dans le sanitaire et social en plus. Dans le sanitaire et social, oui. Ouais, j'ai pas. Mais un stage en tant que quoi ? Dans dans une maison de retraite, dans un centre pour handicapés. Et c'est le fait de ne pas avoir trouvé de stage qui vous a à un moment arrêté, bloqué ? Oui. Oui. C'est dommage quand même de vous arrêter parce que vous n'avez pas trouvé de stage. Enfin, je sais que c'est très dur de trouver un stage, que ça demande vraiment, c'est comme une recherche d'emploi, la recherche de stage, mais c'est dommage que vous voyez que ça vous freine pour ne pas poursuivre, parce qu'il y a forcément moyen à un moment. Vous êtes donc, on peut passer une annonce. Alors vous êtes dans quelle région ? En Moselle. Vous êtes en Moselle et vous cherchez un stage, donc ça, pour travailler. Alors la formation, là pour le moment, vous êtes en BTS de sanitaire et social ? Oui. Et vous chercheriez donc soit dans une maison de retraite, soit dans un centre pour handicapés, dans un centre pour les femmes, d'aide pour les femmes, les mères. D'accord. Dans les mères, dans les foyers, voilà. Et alors, oui, je vous écoute. Non, mais je vais relancer mes recherches parce que je pourrais très bien trouver, mais là après j'ai pas continué en fait. Donc. Mais est-ce que vous n'avez pas besoin d'être un peu dans le concret aussi ? Parce que depuis quelque temps, là, vous avez été en dehors de ça.
voyez, avec pendant ces 3 années passées à vous occuper de votre petit garçon. Est-ce que maintenant, si vous étiez un peu qu'on vous remettait le pied à l'étrier et avoir un cadre justement, peut-être avoir si vous décrochiez un stage de 2 choses l'une, soit ça va vous plaire, ça va vous lancer, vous donner une motivation. Ou au contraire, vous allez dire non, je suis pas vraiment faite pour ça. Mais ça va vous relancer dans une dynamique que vous n'avez plus en étant à la maison. Oui. Non, mais il faut que je sorte de chez moi. Il faut que je fasse. Mais c'est compliqué. C'est compliqué, hein. Ça se fait. Surtout que vos amis, vous êtes en décalage par rapport à vos amis, j'imagine. Non, parce que j'ai pas beaucoup d'amis. J'ai une seule amie qui elle a 2 enfants aussi et qui est à la maison. Sinon les autres, non, c'est que Facebook. J'ai pas d'amis. Je fréquente pas beaucoup de gens. Je suis pas très sociable. C'est pas très sociable, mais j'aime bien mon petit cocon, ma famille, et c'est tout. Ça me suffit. Alors en tout cas, on peut dire 39 21. Donc si vous voulez réagir au témoignage, peut-être soutenir Aline. Si vous êtes en Moselle, alors où plus exactement, parce que Moselle c'est un peu vaste. Près de Saint-Avold. Oui, bon, alors voilà, près de Saint-Avold, on va dire, c'est ça. Et que vous, je sais pas, vous travaillez, vous-même, vous êtes dans une maison de retraite, dans tout ce qui est de l'ordre du social, en tout cas. Ça peut être aussi auprès des enfants, auprès des femmes en difficulté, toutes ces structures comme ça d'aide et de soins. N'hésitez pas à appeler le 39 21 parce qu'on transmettra vos coordonnées à Aline. Et alors justement, quand vous dites votre projet peut-être de créer votre structure vous-même, d'être autonome, comment vous l'envisagez, dans ce domaine-là ou dans un autre domaine? J'ai plusieurs idées, mais non pas dans le domaine, où, dans le sens où rendre des services à des gens, oui, à des personnes, oui, mais pas dans un centre. Comme ça, pas ouvrir un centre. Oui, c'est compliqué ça, parce que ça dépend des structures. Il y a, puis il y a c'est soit la DAS, l'aide sociale à l'enfance. Enfin, c'est des grosses structures derrière. Hein. Vous n'allez pas vous dire, j'ouvre un centre pour femmes battues ou c'est compliqué. Ça, non, c'est. Il faut que les personnes aient leur compte aussi, quoi. Enfin, je veux faire de l'entrepreneuriat social, on va dire. Alors, je reçois des messages pour vous. Il y a Cathy qui dit « Vous êtes si jeune encore. Si vous acceptez de vous frotter un peu à la réalité, vous reprendrez certainement confiance en vous. Je pense que ça vous aiderait d'être dans le concret. » Alors, il y avait Michel qui disait « Mais pourquoi ce complexe d'infériorité ?» Mais c'était avant que vous nous racontiez un peu votre histoire familiale. Il y a Emmanuel qui dit oui, vous avez perdu un repère en perdant votre père et une véritable source de motivation. Et il faudrait essayer d'arrêter de penser que vous n'étiez pas désiré parce que voyez, entre cette idée mais ça c'est le fait qu'ils attendaient un petit garçon et soit on peut penser quand il y a eu plusieurs enfants comme ça du même sexe, je vous l'ai dit, mais pour autant ça ne veut pas dire que vous n'avez pas été aimée en tant que petite fille. Il y a quelqu'un qui dit oui, vous accumulez peut-être les échecs, enfin vous avez ce sentiment parce que vous vous sentez nul, et pourquoi ne pas aller consulter comme je l'ai fait pour trouver un peu un soutien. Et alors il y a Raphaël qui nous envoie un mail qui dit moi j'aurais envie de demander à Aline ce que m'a demandé mon médecin un jour au sujet de mon avenir professionnel, de quoi vous rêveriez? Pour ma part, je cherche encore, dit Raphaël. Mais bon, c'est ça, c'est-à-dire ne pas croire que c'est impossible. Parce que franchement, à 24 ans, vous avez plein d'atouts, surtout que vous dites que vous étiez une très bonne élève. Donc, vous voyez, c'est pas une question bon, malheureusement, parfois on peut être limité sur le plan de vos capacités. C'est pas le cas. Donc, la porte est largement ouverte. Alors il y a Flo qui dit pourquoi elle rejoint Cathy, elle dit peut-être d'abord chercher une activité et ensuite envisager une formation qualifiante. Oui. Et peut-être si vous vous sentez un peu, parce que moi je trouve que c'est quand même très difficile c'est compliqué la réalité du monde du travail est ce qu'elle est, même les formations, c'est compliqué quand on est si jeune comme ça, même si vous avez le soutien de votre mari et ça paraît immense, quoi. On ne sait pas par quel bout le prendre. Et peut-être que ça serait bien que vous soyez un peu entouré, soutenu, en faisant des démarches auprès de conseillers, que vous soyez un peu aidé quand même. Oui.
voyez, parce que j'avoue que toute seule chez vous comme ça, je comprends que vous puissiez vous démotiver. Oui. Hein? Oui. Ça vaut le coup quand même. Oui. Et peut-être d'être un peu aidé et soutenu par rapport. Si vous avez le sentiment qu'il y a vraiment un gros manque de confiance en vous, ça vaut le coup peut-être de vous faire un peu aider. Oui. Alors, j'étais allée voir un psy. Comment ? Je suis allée voir un psy. Oui, oui. Et figurez-vous que ce psy était le voisin de mes parents quand j'étais toute petite. Ah oui. Moi, je me rappelle pas de lui, j'avais 2 ans. Oui, oui. Et du coup, quand je lui ai raconté mon histoire, oui. parce que par rapport à d'autres histoires, il était plus, il était plus ému que moi je l'étais. Et donc, depuis, je me suis plus retournée. Eh oui, vous avez été gênée par son émotion, cette proximité. Voilà. Je comprends. Oui. Et oui, parce que la petite fille que vous étiez, il la voyait aujourd'hui devenir en questionnement. Peut-être qu'effectivement, il était trop proche. On le dit, il faut pas être trop proche, trop touché émotionnellement. Ça veut pas dire qu'on n'est pas en empathie et que la personne qu'on a en face de nous ne va pas nous toucher. Mais si on est trop proche et qu'on connaît, on a des éléments, des données avant ce que la personne nous dit, vous voyez, extérieur, ça empêche un peu le travail. On n'est plus thérapeute, quoi. On est trop dans l'affect. L'émotion. Ça, exactement. Oui. Donc, en revanche, ce qu'il faut pas perdre de vue, peut-être, Aline, c'est que vous aviez eu cette démarche d'aller voir un psy. Oui. Alors, il se trouve que vous en souveniez pas. Voilà, c'était pas le bon, mais c'était pas grave. C'était pas le bon dans le sens où il était trop impliqué. Oui, il avait certainement trop envie de vous aider. Ah oui, mais il avait presque les larmes qui coulaient, vraiment. C'est vrai, oui, c'est vrai que c'est déstabilisant. Mon père était décédé, mais il ne savait pas. Oui. Il ne savait pas, oui. Oui. Vraiment. Oui, bien sûr, il a été très touché parce qu'il connaissait bien vos parents et il les appréciait. Oui. Enfin, oui, alors la démarche reste la bonne. Lui était trop proche et donc ça compliquait le travail de thérapie, mais la démarche reste la bonne, hein, Aline. Ouais. D'accord. Très bien, je vous remercie. Il y a Luna qui dit à ma sœur, met ses 2 petits bouts de chou dans une crèche à Thionville, c'est très bien là-bas. Est-ce que ça vous intéresserait par exemple, dit Luna? C'est gentil, oui, mais Thionville, c'est un petit peu loin. C'est un peu loin de chez vous. Loin. D'accord. Mais c'est très gentil, non, mais pour le stage. On va peut-être avoir des réponses pour vous au 39 21. Mais en tout cas, ça vaut le coup de peut-être un peu creuser ces pistes. Et je pense que ne vous dites pas, en tout cas, que c'est de la paresse, que vous êtes dilettante. C'est certainement derrière un manque de confiance, hein. Certainement. Voilà, donc il faut vous faire entourer. Je vous en prie. C'est bien de vous parler. Tant mieux. Merci à tous les auditeurs qui ont répondu, qui m'ont envoyé des messages. Merci de votre confiance. Beaucoup. Au revoir, Aline. Au revoir, mamie. Europe 1, pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes les minutes. Je voulais faire un petit clin d'œil amical à Bulle qui me dit quel plaisir de vous retrouver après mes longs mois d'absence. Vous m'avez manqué. Je vous souhaite ainsi qu'à votre belle équipe et à tous les auditeurs une très belle année remplie de tous les bonheurs dans votre vie et dans votre cœur. Et puis également Sandrine qui dit moi je vous écoute avec plaisir presque tous les soirs et je suis ravie de vous dire merci. Très belle année à vous, à votre équipe et à tous ceux qui nous écoutent. Bonsoir Claudine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, je suis très contente de passer à l'antenne et je vous souhaite une bonne année à vous aussi, à toute l'équipe. Merci Claudine, merci vous aussi, vraiment très belle année, qu'elle vous soit douce. Je suis contente de vous entendre parce que je sais que vous avez appelé il y a un petit moment puis on n'avait pas pu vous parler ensemble et alors avec Paul et Jeanne on s'était dit aussi on va mettre quand même les coordonnées de Claudine de côté, ce qu'on ne fait pas normalement, ce qu'on ne peut pas faire, mais j'avais envie que vous nous parliez de votre expérience. Voilà. Donc, je suis devenue l'année dernière une adepte du nomanisme, c'est-à-dire que je suis partie sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui. Et qu'est-ce qui fait qu'on part comme ça un beau jour sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle ? Eh ben, je sais pas. Ça faisait plusieurs mois que ça me travaillait et bon, donc c'était une réflexion, disons, de longue haleine. Oui. Et donc, j'habite dans le sud de la France et je voulais partir de Strasbourg parce que ce sont mes racines.
Donc c'était important pour moi de partir de Strasbourg. Donc voilà, je suis partie avec mon fils qui voulait m'accompagner. Et donc, on a pris le sac à dos et on est parti en autonomie complète, c'est-à-dire avec la tente de camping et tout le tralala qui va avec, quoi. Et c'est pas banal de partir comme ça avec son fils. Oui. Bon, mon fils a 20 ans et il avait envie de partir avec moi, voir se lancer dans cette aventure, quoi. Oui. Voilà, donc on est parti. Moi je suis pas du tout sportive, hein, donc je suis partie sans entraînement, sans rien, la fleur aux dents. Oui, parce que j'allais dire, moi j'avoue que c'est quelque chose qui me tenterait, mais je me dis il faut marcher, il faut quand même être bien entraîné déjà. Eh ben non, pas du tout. Je suis partie comme ça. À votre rythme. Voilà, donc le premier jour qu'on est arrivé à Strasbourg, j'avais promis à mon fils d'aller manger une bonne choucroute. C'est pas idéal pour la randonnée, ça. Non, pas tout à fait. Donc nous sommes partis manger une bonne choucroute et après on a attaqué le chemin. Donc le premier jour, on a fait 7 kilomètres. Ouais, mais ça je comprends, hein. Avec une bonne choucroute dans l'estomac, c'est clair que c'était pas les meilleures conditions, mais vous avez raison, il faut se faire plaisir aussi. Voilà. Donc ensuite on a cheminé tranquillement, quoi. Voilà, moi, à mon rythme, à moi, puisque mon fils était toujours devant. Hein, je le voyais toujours le dos du sac à dos, mais il a 20 ans, hein, en même temps. Voilà. Oui. Mais ça a été une aventure extraordinaire. Donc on est parti un mois parce que j'ai été obligée de m'arrêter, moi, parce que j'ai eu un petit souci de santé. J'ai eu une petite fracture sur le pied. Donc il a fallu que je renonce au chemin, mais ça a été vraiment, j'en suis revenue bouleversée, quoi. Ah voilà. Oui, à ce point-là. Ah oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a alors autant bouleversée ? Déjà le contact avec la nature, quand on n'est pas spécialement habitué à regarder les herbes pousser. C'est vraiment, on est complètement dépendant de la nature, quoi. On peut pas faire autrement que d'être d'être en communion avec elle, de vivre. Parce que c'est ça, quand vous dites vraiment, vous dormiez sous la tente. Ah oui, tout à fait. Oui, vous ne vous arrêtez pas. Quand on fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, on va pas s'arrêter à dormir dans des auberges, des hôtels. Alors, on peut le faire, puisqu'il y a quand même des gîtes d'étape où on peut s'arrêter, voilà. Mais nous, on avait décidé de le faire avec la tente de camping. Donc, on s'est parfois arrêté dans les campings pour pouvoir aller prendre une douche quand même de temps en temps. Mais sinon, si on croise d'autres randonneurs, c'est mieux. Oui, voilà. Mais sinon, non, on a essayé de le faire le plus souvent possible en autonomie complète, quoi. Oui. Donc, vous avez fait des rencontres au-delà de cette communion avec la nature qui est forcément changeante selon les régions que vous traversez. Est-ce que vous avez fait des rencontres humainement parlant aussi qui vous ont marqué? On a rencontré d'autres jacquaires, comme on les appelle. Voilà, alors comment jacquer? Des jacquaires. Jacquaires, d'accord. Voilà. Donc on a rencontré qui nous ont doublés parce qu'ils allaient plus vite que nous. C'était peut-être pas fait arrêter à Strasbourg pour manger de la choucroute, du cassoulet. Enfin bref, toujours est-il, oui, on a rencontré des gens intéressants et il y a une très grande complicité entre jacquaires comme ça. On est tout de suite amis, quoi. Oui. Parce que je pense qu'on vit la même chose. Oui, il y a une entraide, il y a une solidarité. Il y a une entraide, il y a beaucoup de contacts. On a des conversations. Chacun a son histoire, quoi. Donc, on est sur le chemin, on a le même but et pas forcément la même façon d'y venir, quoi. Oui, et c'est ce qui est intéressant, d'ailleurs. Voilà. Oui, parce que vous avez le sentiment que chacun poursuit une quête, un peu. Oui, je pense. C'est indiscret de vous demander la vôtre quand vous êtes partie Eh bien, disons que moi, je suis partie sans. J'avais envie de faire le vide un peu de tout ce qu'on peut vivre de tous les jours, quoi, de toute la misère du monde qu'on voit et tout ça. Oui. Donc, c'est vrai que ça permet de se ressourcer. C'est important de se recentrer sur soi, quoi.
Voilà. Vous en êtes revenue, donc on pourrait dire différente un peu. Il y a un avant, un après. Oui, j'en suis revenue. Je sais pas si j'en suis revenue encore tout à fait parce que j'y suis toujours sur le chemin. Ouais. Je pense à ça tous les jours. Tous les jours, j'ai des petits tronçons du chemin. Tiens, à tel endroit j'ai fait ci, à tel endroit on a vu un tel. Et c'est toute la journée. Et le pire, c'est que j'en parle toute la journée, quoi. Voilà, avec mon fils, des fois, il me dit, mais arrête, tu nous embêtes avec ton histoire. Bon, ça y est, c'est du passé maintenant. Mais non, mais c'est intéressant parce que oui, ça continue à être très présent en vous. Ah oui, vous habitez, peut-être à vous donner de la force aussi, certains. Je continue à cheminer. Mais c'est justement, il y a tellement de sens dans ce que vous dites. Oui. C'est ce qui est justement très riche, je trouve. Oui. Et combien alors je vais redevenir très très pragmatique parce que c'est vrai que Fifi me demande là dans le cas c'est combien de kilomètres enfin si. Alors j'ai fait 450 kilomètres en 28 jours. Ah, c'est beaucoup hein. Oui, mais enfin bon, il y en a qui en font plus, hein. Oui, mais enfin, on n'y va pas non plus. Non, c'est pas une compétition. C'est pas une compétition. Hein. On est très loin justement de cet esprit-là, j'imagine. Oui. Là. Non, parce que là, on s'arrête. Bon, on visite. Bon, il y a des choses quand même à visiter. Hein, les villages qu'on traverse, tout ça. Bon, on visite les églises, on visite. Il y a des fontaines, des monuments, des maisons. Et puis ensuite sur le chemin, parce que le chemin de Saint-Jacques, c'est quand même un peu spécial. C'est pas un chemin qu'on fait en voiture, hein. Donc on voit. Ça c'est sûr, on va pas le faire en 4x4, j'imagine. Voilà. On voit vraiment des choses qu'on voit pas. Il y a des petites chapelles, il y a des choses qu'on rencontre au détour du chemin. C'est vraiment génial, quoi. Voilà. Et avec votre fils alors, parce que être comme ça ensemble 24 heures sur 24, ça s'est super bien passé. Ah, voilà, j'allais vous demander, mais c'est pas aussi compliqué. Il n'y a pas des moments où vous n'alliez pas déjà au même rythme. Oui, oui, on n'allait pas au même rythme. Donc lui, ça lui a permis d'être toujours en avant de moi et puis de pouvoir faire beaucoup de photos. Oui. Mais après, non, ça a été vraiment super. Vraiment une entente et même pour lui, il me dit toujours, ça sera quelque chose qui est gravé dans ma tête, quoi. Et oui, voilà. Certainement, hein. Parce que c'est ça, on ne le vit pas les choses certainement de la même façon, selon là où on en est dans sa vie. Donc lui aussi, c'est quelque chose qui reste très marqué, très. Oui. Et puis surtout, je pense que il est venu avec moi un peu, disons, pour me surveiller. Enfin, c'est un bien grand mot, je le mets entre parenthèses, mais pour voir si j'étais capable. Voilà. Ah oui, parce qu'au départ, ça lui faisait un petit peu peur quand vous lui disiez que vous alliez faire le chemin. Et puis même ses frères et sœurs me disaient elle s'en va, mais dans 8 jours, elle va nous rappeler pour qu'on vienne la chercher. Mais je comprends parce que n'étant pas du tout sportive, c'est vrai que c'est quand même aussi c'est de l'endurance, hein. C'est quand même. Oui, c'est de l'endurance. C'est de l'effort aussi, même s'il y a du plaisir, mais c'est de l'effort. Enfin, c'est vraiment il y a. Mais on a vraiment passé des moments extraordinaires, quoi. Bon, on a beaucoup rigolé sur le chemin parce que il y a eu des anecdotes. Bon, je suis tombée une fois. Bon, ça a été voilà, on a vraiment rigolé et puis et en même temps, on avait des moments où on passait plusieurs heures sans parler, sans se parler, quoi. Voilà, on marchait l'un à côté de l'autre sans se parler. On était vraiment concentrés dans notre chemin. Et voilà. Bon, je pense que il y avait une communion intérieure qui se faisait. On n'avait pas besoin de se parler. Avant votre fracture du pied, enfin votre petite, est-ce que sur le dessus du pied, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez eu envie de renoncer ? Non. Jamais. Non, jamais. Jamais. On a pourtant eu un temps pourri parce qu'on a eu de la pluie pratiquement tous les jours. Oh là là, oui, ça c'est dur quand même, hein. Oui, et pourtant vous me parlez de la nature et d'être en communion avec la nature. Oui, mais bon, je pense que on s'adapte très facilement et je pensais pas justement m'adapter aussi facilement au retour aux sources, quoi. Et c'est vrai que on s'adapte. Bon, il pleut, hein, on continue à avancer et
et voilà, mais jamais j'ai eu l'envie d'arrêter, quoi. Sauf oui, sauf quand j'ai eu ce petit problème qui m'empêchait quand même d'avancer. Ah bah oui, ça forcément, avec une fracture sur le pied. Voilà. Mais c'est une sacrée. On doit se sentir aussi. Vous dites votre famille, vous disiez non, au bout de 2 jours, elle va revenir. Oui. C'est une sacrée victoire sur soi-même aussi quand même. Oui. Hein. C'est un vrai cheminement. C'est à la fois physique et spirituel évidemment, mais il y a. Je pense que on se surpasse, mais. Voilà. Mais c'est pas contraint. Voilà, on le fait. C'est ça. C'est vraiment du naturel. C'est ce qui est bien, je trouve, c'est qu'on n'est pas vous l'avez dit, on n'est pas dans la compétition. Non, pas par rapport aux autres, par rapport, c'est quelque chose entre soi et soi. Voilà. Ouais. On a eu des journées où c'était quand même le chemin était assez difficile. Bon, on a fait que 10 km. Mais le lendemain, on en a fait 25. Bon, voilà, on se rattraperait le lendemain. Mais disons que on n'était même pas obligé de faire les 25 km le lendemain, quoi. C'est parce qu'on se sentait en forme qu'on avançait. Et puis voilà, quoi. Quand on se sentait fatigué, on s'arrêtait, mais c'est vraiment quelque chose. Je pense que s'il y a des personnes qui hésitent à le faire parce qu'elles pensent qu'elles sont pas assez sportives, préparées physiquement, mentalement. Je pense que c'est quand même quelque chose à tenter. Alors il y a Sergio qui est admiratif, enfin moi je le suis, je pense qu'il n'est pas le seul, mais il dit 450 bornes à pied, waouh, respect, combien de paires de godasses utilisées? Non, j'ai utilisé qu'une seule paire de chaussures. Ah bon? Oui, non, mais par contre j'ai usé les chaussettes. Oui, ça j'imagine. Alors, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que vous faisiez signer votre carnet de route dans chaque passage? Oui, il faut ça. Alors, quand on s'arrêtait, des fois on faisait les courses dans les petites épiceries, on se faisait mettre le tampon. D'accord, oui, c'est ça. C'est que vous n'êtes pas obligé, mais c'est pour vous, c'est important. Oui, c'est pour nous. Voilà. Disons que là, je suis pas allée jusqu'à Saint-Jacques, mais si je vais jusqu'à Saint-Jacques un jour, le créentiel, comme on l'appelle, c'est obligatoire pour avoir son certificat. Donc, d'accord. Voilà. Et alors, on peut partir de là où on veut, puisque vous dites, de Strasbourg, parce que c'était votre ville dont vous êtes originaire. Voilà, donc, et puis vous aviez envie d'une bonne choucroute, donc bon. Oui, c'est ça aussi. Mais non, on peut partir d'où on veut, Et puis, il y a des gens qui le font. Donc, il vaut mieux partir de Marseille, finalement. Oui, il vaut mieux même partir de Saint-Jean-Pied-de-Port c'est vrai. La frontière. C'est magnifique là, les paysages en plus. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, combien de kilomètres en tout? Alors de Strasbourg, il y a 2333 kilomètres. Waouh. Mais je suis passée en dessous des 2000 kilomètres, donc j'étais contente. Parce que sur le chemin, de temps en temps, on voit marqué, il reste tant de kilomètres. Donc c'est vraiment agréable, quoi. Je peux pas. Alors donc cette année, j'ai décidé de repartir quand même cette année. Et là, vous voulez aller au bout? J'irai peut-être pas au bout en une seule fois parce que j'ai un emploi du temps assez chargé, mais je pense faire cette année. Bon, l'année dernière, je suis arrivée jusqu'à Beaune, donc Strasbourg-Beaune. Oui. Donc cette année, j'espère faire. C'est un bon endroit pour s'arrêter, hein. Les vins de Beaune, c'est pas mal là aussi pour se réconforter. Donc cette année, je pense pouvoir faire Beaune, le Puy-en-Velay. D'accord. Ouais, c'est pas mal. Du moins dans mon premier trajet, parce que je partirai certainement dans les alentours du mois de mai, et je pense repartir après au mois de septembre. Donc après, je continuerai, j'essaierai d'aller jusqu'à Toulouse, et voilà, petit à petit. J'ai une question qui, bien financièrement, ça a un coût. Alors financièrement, quand on le fait en autonomie complète, ça va, parce que on dort, on bivouac, on dort dans les champs, on dort, voilà. De temps en temps, on s'arrête dans des campings, mais hors saison, c'est pas excessivement cher. Après, si on veut le faire en dormant dans les gîtes et tout ça, ça revient très cher en France. Ah oui, voilà. Dans les gîtes. En France, c'est cher. D'accord. Oui. D'accord. En France, c'est relativement assez cher. Après, en Espagne, c'est beaucoup moins cher puisque les hébergements sont pas gratuits, mais on donne ce qu'on veut. Donc voilà. Et vous êtes toujours très bien accueillis, j'imagine, même en tant que jacquère, puisque j'ai appris ce terme. Quand vous arrivez, même dans les épiceries, enfin, les gens vous connaissent, quoi. Enfin, savent que vous connaissent. On a la coquille qui est accrochée au sac à dos, donc la les gens ils voient que...
Oui, on met une coquille Saint-Jacques sur le sac à dos pour faire voir qu'on est jacquère. Ouais, c'est vrai. Oui, voilà. Donc les gens nous reconnaissent et on a même des gens quand on marche sur la route qui nous klaxonnent parce qu'ils voient qu'on est jacquère et on est pèlerin. Et donc, là, on n'a pas envie de tricher parfois et de faire quelques kilomètres en voiture, non? Non, même pas. Non. Il y a Roxane qui dit merci vraiment de nous avoir fait partager cette aventure, c'est vraiment très intéressant, bravo à vous. Il y avait Camille qui demandait s'il y avait une démarche de recherche spirituelle dans ce parcours. Oui, un petit peu quand même. Mais il y en a qui ne l'ont pas forcément. Non, il y en a qui ne l'ont pas. Non. Bon, moi, je l'avais un peu, oui, forcément, parce que c'est quand même, on va pas à Saint-Jacques par hasard, disons. Oui, je pense. Il y a Catherine qui dit, est-ce que vous aviez amené un téléphone ou est-ce que vous vous étiez vraiment coupé de tout? Alors, j'avais amené un téléphone, mais il marchait que 5 minutes le soir pour voir si on m'avait pas laissé de message. Sinon, je m'en servais pas, mais je m'en servais surtout, disons que je l'avais emmené pour, au cas où il m'arrivait quelque chose, pour pouvoir quand même avoir un contact, oui. Bon, c'est sécurisant. Plus pour secours qu'autre chose. Mais après, oui, coupé du monde, oui, pas de radio, pas de rien de tout ça. Je savais même pas qui était passé président de la République. Donc, à ce point-là, c'était dans cette période. À ce point-là. Ah oui, c'est incroyable. Oui, vous étiez vraiment coupé de tout. Hein. Oui. Mais ça doit faire du bien. Ah oui, ça fait du bien, ça fait du bien. Il y a Poupie qui me dit en Bretagne, on peut partir du Mont Saint-Michel ou Saint-Paul-de-Léon. Et puis il y a la musarène qui dit c'est mon rêve de le faire un jour seul. C'est normal, c'est un pseudo prédestiné, une petite musarène. Mais en Espagne, c'est dans les couvents qu'on dort? Non, pas forcément. On peut dormir aussi chez l'habitant, mais bon, ils sont beaucoup plus, disons, habitués à ce genre de choses. Bon, faut dire aussi que sur le chemin de Saint-Jacques, il y a à peu près 60 000 personnes qui le font par an. Ah oui. Donc c'est quand même très très important. Donc bien sûr le chemin après converge en Espagne, il n'y a plus qu'un chemin ou 2 chemins, donc il y a beaucoup de monde quoi. Donc les gens sont beaucoup plus habitués à voir passer des pèlerins qu'en France où ça part d'un peu partout. Oui, je comprends. Voilà. Alors quelques mails pour conclure. Il y a Laurence de Picardie qui dit moi j'aime me ressourcer dans la nature même si je n'ai pas fait le chemin de Compostelle. Oui. Pensez-vous que c'est le fait de vous être retrouvé face à vous-même et aux choses essentielles qui font que vous avez trouvé, il me semble, à vous entendre une réelle sérénité, ou les rencontres que vous y avez faites? Les deux, mais c'est vrai que le fait de se recentrer sur soi-même, c'est vrai que ça, c'est très important. Quand on revient, on voit plus les choses de la même façon, on n'entend plus les actualités de la même façon. Voilà. Je sais pas, je sais pas comment l'expliquer. Oui, c'est difficile, c'est un peu de l'ordre de l'indicible aussi. Oui. Il y a Agnès qui dit un livre qui retrace très bien Compostelle, qui est très drôle, très pétillant et qui me rappelle vraiment votre témoignage. C'est En avant en route d'Alix Giraud-Delin. Oui. Qui est la journaliste que l'on connaît et qui est disponible en poche, dit Agnès. On reconnaît très bien tout ce que vous évoquez, paraît-il, Claudine. Eh ben, je sais pas. Vous ne connaissiez pas. Oui, j'en avais entendu parler. Elle a fait le chemin de Compostelle en avant-route, voilà, d'Alix Giraud-Delin. Oui. Pour ceux que ça intéresse aussi. Voilà. Sylvain me dit que le kilomètre zéro est à Paris, au pied de la Tour Saint-Jacques. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Ça doit être plus sympa de le faire quoi que ça dépend. J'allais dire à 2, parce que, après, tout dépend la quête que l'on a. Oui, parce qu'il y en a qui le font en groupe, qui partent à 4 ou 5 ou 6. Ça dépend ce qu'on recherche. Oui. Là, si je repars, moi, je repars toute seule. Je laisse mon fils cette année. Cette année, je laisse mon fils parce que lui, il a d'autres ambitions. Mais bon, je pense que je lui ai donné le goût de marcher. Ah, parce que et puis d'autres choses, je pense. Oui, parce que lui, il est déjà reparti. Il a été faire une partie du GR10 dans les Pyrénées. Wow. Et puis, il espère s'attaquer le GR20 en Corse. Donc, voilà. Oui, c'est hyper dur. Ah ben, c'est dommage pour Philibert, parce qu'il dit, merci pour ce moment d'évasion que vous nous offrez. Peut-on vous accompagner la prochaine fois? Pauvre Philibert, ben non. Philibert, on ira ensemble, si vous n'êtes pas trop en randonneur et tout. Moi, ça me tente aussi. Il y a Alain aussi qui serait prêt à partir. Vous voyez, vous pouvez constituer un petit groupe là, de fidèles d'une autre façon, on va dire. Oui, c'est sûr. Bon, écoutez, c'est un vrai moment de bonheur de partager avec vous un peu du chemin comme ça de Saint-Jacques de Compostelle. Merci beaucoup. Et puis alors bonne route pour le prochain voyage. Je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse.
embrasse. Au revoir, voilà, Claudine. au revoir. Au revoir. Merci d'écouter Europe 1. Il est minuit et le journal est présenté par Laurence Gontier. Bon. Les Jacqueurs, empoignez votre bâton de pèlerin. Nous sommes repartis encore pour une heure de direct. Je pense que vous devriez pouvoir tenir encore pendant une petite heure. Vous pouvez appeler le 39 21, réagir aussi par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit ou par mail sur le site europe1.fr. Alors le témoignage de Claudine qui nous parlait du chemin qu'elle avait fait, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Vous êtes nombreux, il y a Musarène, ça y est, elle est sur le départ, hein, Musarène. Elle dit, moi, ça me donne très envie de le faire et le jour où je le fais, promis, je vous envoie une carte de chaque passage. Ne vous chargez pas trop, hein, petite Musarène, vous pourrez, avec un tel pseudo, vous nourrir des miettes qu'ont laissé les autres pèlerins. Il y a quelqu'un qui me dit, c'est Ava, il me dit, d'habitude, le kilomètre zéro est à Paris, mais sur le parvis, devant Notre-Dame. D'habitude, hein, à moins qu'il ne se soit glissé récemment et discrètement un peu plus loin. Oui, quelqu'un disait que c'était devant la Tour Saint-Jacques, mais c'est peut-être... Enfin, je sais pas. Il faut savoir, hein, parce qu'en même temps, si on veut partir, il faut se donner rendez-vous au bon endroit. Il y a Violaine qui dit, lorsqu'on fait une grande marche ou de la montagne, on secrète des endorphines et le bien-être perdure. Je sens, ça m'a donné envie de m'y remettre. Sergio, lui, bah non. Hein. Il dit, moi, des bornes en camion ou en moto. Ouais, mais à pied avec un coquillage dans le dos, je crois que ça va vraiment pas être possible. C'est vrai que vu comme ça. Il y a Margaret qui dit, Shirley MacLaine a écrit aussi un très beau livre sur le chemin de Compostelle qu'elle-même avait fait. Et puis... il y a Bulle qui dit c'est une belle expérience que d'avoir partagé cette aventure sur des chemins de vie avec celle qui nous a donné la vie et inversement. Un moment qui restera certainement gravé dans votre mémoire mais aussi dans votre cœur à tous les deux. Bravo et respect madame. On ressent votre bonne humeur et votre goût de la vie à travers votre douce voix. Merci et bonne route. Sachez ma chère Bulle que votre retour parmi nous fait grand plaisir à Sergio qui dit je me souvenais bien de Bulle et je suis heureux de la retrouver. Et puis un autre beau livre aussi sur Compostelle, c'est celui de Paolo Coelho, Le pèlerin de Compostelle. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Il était minuit passé. Alors à propos du kilomètre zéro qui pose question là entre vous, Sylvain dit le parvis de Notre-Dame, c'est le kilomètre zéro des distances en France, mais pas le kilomètre zéro de Compostelle. Sylvain maintient. Et Sylvain qui dit d'ailleurs il y a une belle balade aussi, c'est le chemin de l'écrivain Stevenson entre Le Puy et Alès. Ça fait 250 kilomètres. Et puis vous êtes nombreux à m'avoir écrit et merci pour dire que En avant route qui avait été cité par une auditrice là par mail, c'est Alix de Saint-André qui a écrit En avant route. Hein. Donc merci pour cette rectification. Alix de Saint-André, En avant route, où elle parle du chemin de Saint-Jacques de Compostelle qu'elle a fait. Et il y a également Muriel qui dit, qui recommande un livre, Le vestibule des causes perdues de Manon Moreau, aux éditions Delphine Montalent. Elle dit c'est un roman à ne pas manquer pour les auditeurs qui ont envie d'une histoire magnifique sur le chemin de Saint-Jacques. C'est drôle et touchant. Bonsoir Cathy. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bon, j'ai besoin de vos conseils. Oui. J'ai dernièrement perdu un de mes fils. Il avait 39 ans. Oui. Il s'est suicidé et il laisse une petite fille de 6 ans. Il était séparé de la maman et donc la maman vivait avec sa petite fille à 300 km de chez lui, mais ils se voyaient régulièrement. Oui. Bon, moi j'ai souvent ma petite fille. Oui. Parce que bon, je m'entends quand même assez bien avec la maman. Et les questions que je me pose, cette petite, elle pose des questions déjà, elle parle beaucoup de papa. Et elle pose des questions et moi je ne sais pas quelle attitude et que lui dire. Bon, elle sait que papa est mort. Oui. Elle sait qu'elle ne le verra plus. Oui, c'est sa maman qui lui a dit. Elle sait qu'elle ne le verra plus parce que bon, même si elle n'a que 6 ans et que...
et que les enfants, ils ne réagissent pas de la même façon que nous. Elle sait que la mort, c'est définitif. Parce que je vous ai téléphoné il y a 2 ans. J'ai déjà perdu un enfant de la même façon. Oh là là, oui, c'est tragique. Je vous avais téléphoné parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, je n'arrivais pas à pleurer le décès de mon fils. Oui, je me souviens. Ouais. Et bon, donc elle sait, c'était son tonton, c'était son parrain, donc elle sait que parrain est mort et elle se rend bien compte que parrain est mort et qu'elle le voit plus. Donc elle sait que papa ne le verra plus. De temps en temps, à moi, elle me parle parce que j'arrive à la voir de temps en temps. Et elle m'a déjà demandé comment tu sais que mon papa est mort. Alors je lui dis, tu sais, je l'ai vu. Je l'ai vu. Et elle a demandé aussi sa maman quand elle... Et c'est vrai que c'est moi qui l'ai trouvé encore une fois. Et puis il m'a valu beaucoup de tracas judiciaires. Pourquoi ? Entre autres. Pourquoi ? Parce que, oui, Parce que c'est quand même bizarre, une mère qui trouve 2 enfants. Ça ne serait pas elle. Vous ne pouvez pas vous imaginer les tracas que j'ai connus. Vous avez été soupçonnée pendant un temps comme il y a une enquête à chaque fois qu'il y a un suicide. Voilà. Ah oui, c'est terrible. J'étais soupçonnée et d'une façon assez odieuse. Bon, je laisse tomber, même si à ce brigadier, je lui ai dit que je porterais plainte tellement il a été odieux. J'ai laissé tomber parce que je n'ai pas d'énergie, je n'ai plus d'énergie. Bon, donc c'est moi qui l'ai trouvé. Et quand j'ai téléphoné donc à ma belle-fille, elle a réagi de façon très hystérique, elle. Et donc la petite, elle s'est quand même rendue compte que ça n'allait pas. De toute façon, il fallait lui dire. Oui, bien sûr qu'il fallait. Il fallait lui dire. On ne peut pas cacher ça. Non, on ne peut pas cacher le décès d'un parent à un enfant. Voilà. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est d'abord si je dois lui parler souvent de son papa ou si je dois attendre qu'elle m'en parle, parce que de toute façon, elle m'en parle beaucoup. Oui, comment elle en parle ? Comment elle en parle de son papa ? Elle en parle de façon très triste. On voit qu'elle accuse le choc. Par exemple, pendant les vacances de Noël, elle est venue chez moi et puis elle a un défaut de prononciation qu'elle a réussi à corriger. Et le soir, en se couchant, parce qu'elle disait pas les treux, elle disait creux. Et le soir, en se couchant, donc on parle et puis Roche la félicite parce qu'elle venait encore de bien dire un mot. Et elle me dit, oh papa, il aurait été content parce qu'il voulait que je parle bien. Oui. L'autre jour, dans la voiture, je revenais, puis bon, il fait noir assez tôt, elle était derrière, puis elle regarde, elle dit, il y a des étoiles. Elle me dit, et mamie, si je fais un vœu? Alors je dis, qu'est-ce que tu veux faire comme vœu, ma chérie? Alors elle me dit, peut-être je peux faire le vœu que mon papa y revienne. Alors je lui dis, tu peux toujours essayer, mais tu sais, un vœu comme ça, je ne sais pas s'il va se réaliser. Puis le lendemain, elle m'a encore dit, il va se réaliser mon vœu? J'ai dit, tu sais, je ne sais pas, ma chérie, je pense pas. Et oui, ça montre qu'à 6 ans, c'est compliqué. Comme vous dites, elle a compris. Bien sûr qu'elle a compris certaines choses, qu'elle comprend et elle vit l'absence. Oui. Elle vit l'absence, elle est dans le chagrin, dans la peine. Hein. Bien sûr, c'est même des enfants petits comme ça ressentent ça, et puis elle sent aussi votre peine immense, le chagrin de sa maman. Donc bien sûr qu'elle est dans tout ce imprégné, très très touchée, hein, et très très triste de tout ça. Et en même temps, à 6 ans, c'est compliqué de percevoir le côté définitif de la mort. Oui, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce côté avant 8 ans, avant 8-10 ans, les enfants ne peuvent pas intégrer le côté définitif. Ils ont encore un petit peu ce côté pensée magique. Oui. À l'image de ce vœu.
son vœu le plus cher, évidemment, à votre petite fille, ça serait que son papa revienne. Disons que je me dis que elle a peut-être grandi un petit peu plus vite, étant donné que son tonton, son parrain, elle le revoit plus, elle le sait. Et il y a des photos dans la maison. Bon, elle était très proche. Ma maison n'est pas remplie de photos, oui. Mais il y a des photos à certains endroits et elle le dit, puis elle dit, ses parrains, ils me manquent. Mais ça, quand elle me dit, il me manque, elle me dit ça, je pense, sans vraiment penser. Mais là, quand elle me dit, elle peut le penser. Papa me manque. Bah oui, bien sûr. Et l'autre fois, je la reconduisais chez sa maman, et donc elle était derrière dans la voiture, et d'habitude, elle dort dans la voiture, et là, de temps en temps, je regardais dans le rétroviseur, et je voyais qu'elle avait vraiment un air triste. Et au bout d'un moment, je regarde, et puis elle était en train de pleurer. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Elle me dit, c'est mon papa. Et voilà, donc ça fait... Et oui, elle y pense, et elle est dans le manque. Elle éprouve le manque. Oui. Ce qui est bien, c'est qu'elle puisse en parler. Et qu'elle puisse... elle en parle avec vous, vous qui êtes pourtant la maman de son papa. Et qui êtes moi, aussi... je lui dis aussi, tu sais, moi aussi, j'ai du chagrin, ma chérie. Mais vous pouvez... Il me manque aussi. Oui, c'est ça. Mais elle est, si vous voulez, elle sent que malgré ce chagrin, cette peine terrible... vous pouvez l'entendre, c'est-à-dire que malgré cette peine, malgré le fait d'avoir perdu 2 enfants dans ces circonstances-là, vous restez quand même dans un rôle vis-à-vis d'elle d'adulte qui peut entendre. Vous pourriez être tellement terrassé par votre propre douleur que vous pourriez ne pas pouvoir entendre. Ça serait trop insupportable d'entendre votre petite fille en parler ou ses questions. Et je trouve ça très bien pour cette petite fille que vous puissiez... elle, si vous voulez, elle aurait pu comprendre, même toute petite, qu'il ne faut pas en parler. Parce que ça fait trop de mal. Ça fait trop de mal à mamie d'en parler. Et ça, toujours en parler. Voilà. Tu peux toujours me demander. Et ça serait préjudiciable pour elle, vous voyez, pour son avenir, qu'on referme. Donc elle peut en parler. Maintenant, par rapport à votre question, comme elle en parle déjà beaucoup, enfin, et ça se comprend, et c'est récent. Ça fait un mois et demi. Il est important de tenir compte de son rythme, de ne pas, si vous voulez, anticiper et d'en parler pour elle, d'aller au-devant. Voilà. C'est-à-dire à chaque fois qu'elle en parle, de pouvoir être là, l'écouter et de dire que vous pouvez parler aussi de votre propre chagrin, mais d'entendre le sien, mais ne pas aller au-devant. Oui. C'est-à-dire de la laisser aussi quand elle a ces moments où elle est dans autre chose que la perte de son papa. Voilà. Parce que à cet âge-là, si vous voulez, le même enfant peut être dans un chagrin immense, dans une crise de larmes très profonde et très sincère, il y a une véritable douleur, mais l'instant d'après peut être happé par complètement absorbé par son jeu, voyez, c'est aussi la force de cet âge-là. Le jour même du décès, elle a réagi en disant, mais mon papa, il m'avait promis tel cadeau pour Noël. Bon, c'est papy et mamie, qui ont veillé à ce qu'elle ait ce cadeau. Bien sûr, c'est important. Oui. Et puis même quand elle dit, par rapport à ce petit défaut de prononciation qu'elle avait, et que son papa serait tellement fier qu'elle ait réglé, qu'aujourd'hui ça soit réglé, oui, il faut aller dans ce sens-là. Voilà. Parce que c'est une petite fille, et c'est important de dire que oui, son papa serait très fier, et que de toute façon, il était très fier d'elle, et qu'il aimait énormément. Parce que, si vous voulez, quand un enfant perd son parent, ce qui est terrible, c'est que il y a ce chagrin immense, et puis il peut y avoir un sentiment d'abandon, de se sentir abandonné par le fait qu'il n'est plus là. Et donc c'est important de la rassurer sur l'amour que lui portait son papa, et d'autant plus quand à un moment vous serez amené à parler quand elle sera plus grande, j'ai envie de dire, du fait que il sait donner la mort. Mais comment lui dire ça? Si elle le demande maintenant? Elle le demande ou pas? Elle le demande là? Elle demande sa maman lui a dit, papa était malade et il est mort.
Oui. Mais étant donné qu'elle, quand même, quand elle est avec moi, et rien qu'avec moi, parce qu'elle sent qu'avec son papy, son papy ne saurait pas lui répondre sans s'effondrer. Tandis que moi, j'arrive. Moi, donc, elle sait, rien que quand on est à deux, dans la voiture ou alors dans la salle de bain ou des choses comme ça, elle m'en parle souvent. Mais là, si elle me demande et comment il est mort et qu'est-ce qu'il avait, mon papa, qu'est-ce que je vais lui dire? C'est peu probable qu'elle vous le demande, Cathy. Vous pensez? Oui. Je pense que c'est peu probable que la réponse que lui a faite sa maman, à savoir qu'il était malade et qu'il est mort, à mon avis, je peux me tromper, mais pour le moment, du haut de ses 6 ans, c'est déjà une réponse. Elle a une réponse. Et ce qui est très... il faut veiller à ce qu'un enfant ne reste pas sans réponse à ses questions. Voilà, ça c'est très perturbant. Pour autant, là aussi, il ne faut pas anticiper. Voilà. Et donner des réponses qu'il n'est pas prêt à entendre du fait de son immaturité fonctionnelle liée à son âge. Bien sûr. Donc, il faut s'adapter toujours à l'âge de l'enfant. Déjà, ce qu'elle vit et ce que vous vivez, tous, est extrêmement pénible, est extrêmement douloureux, est une épreuve terrible. Pour un petit enfant, perdre un enfant, ça fait partie des plus grandes épreuves dans la vie que l'on peut rencontrer. Il n'y a pas besoin de rajouter de la souffrance en allant lui dire que son papa s'est donné la mort. C'est trop compliqué pour un enfant de cet âge-là. Et vous pensez que ça peut comprendre aux alentours de quel âge? Elle posera des questions. Oui. Elle posera des questions, mais... À Sens, en Canton, il était malade. Oui. Ce qui est une façon de répondre. C'est-à-dire que, il était en souffrance. Je ne sais pas, est-ce que votre fils avait manifesté des signes auparavant? Est-ce qu'il avait une maladie psychique? Est-ce qu'il était en dépression? Il était en dépression, en burn-out, en tout ce qu'on veut. D'accord. Et puis, il n'avait pas... Disons que lorsque son frère a fait la même chose 2 ans auparavant, mon fils, donc celui qui vient de décéder, connaissait de gros ennuis financiers dans son travail. Et si vous voulez, les appels au secours de son petit frère, il les a pas, il n'y a pas accordé autant d'importance qu'il aurait voulu après coup, si vous voulez. Et lui, il avait beaucoup de regrets de ne pas avoir compris que son petit frère était tellement en souffrance que il s'est donné la mort aussi. Il s'en voulait, oui. Donc il s'en voulait et s'en est jamais vraiment remis. Et en plus, ses ennuis matériels, ça a été mieux un moment et puis ça c'est reparti. Il était vraiment mal parti. Et début, c'est mi-octobre, il m'avait téléphoné, on se téléphonait beaucoup et il m'avait dit « Maman, je vais pas tenir le coup ». Je lui disais « Mais écoute, ne recommence pas, mais ne fais pas ça ». Je comprenais bien ce qu'il voulait me dire parce que je lui dis « Mais tu as une petite fille ». Et il me dit « Mais maman, j'ai une assurance vie ». Je lui dis « Mais c'est pas d'une assurance vie qu'elle a besoin de ta fille, c'est de son papa ». Et je sentais tellement mal. D'ailleurs, la veille de son, le jour où il s'est donné la mort, il a appelé à la maison. On était à 300 km de chez lui. Et moi, je l'ai senti mal. Mon mari l'a pris au téléphone, il lui a parlé de choses et d'autres, de foot, de choses comme ça. Puis il me dit, bon, non, il n'est pas si mal que ça. Et puis, dans les 5 minutes qui suivaient, je reçois un appel de mon dernier et qui me dit, maman, un tel, le prénom de mon fils, je pense qu'il est pas bien. Donc, je dis, écoute, je vais voir ça avec papa et s'il est d'accord, demain j'y vais. Parce que moi, il était 19h et je n'aime pas conduire la nuit. Donc,
J'ai dit, écoute, mon mari, on parle 2 minutes, il me dit, écoute, vas-y, c'est le... Parce qu'il commence à s'inquiéter aussi. Mon mari s'inquiète pas facilement, mais là, il voyait bien que j'étais inquiète, que mon autre fils était inquiet, donc c'était pas seulement oui. moi qui commençais à psychoter. Oui, bien sûr. Oui. Et donc, mon mari lui téléphone et lui dit, écoute, on sent que t'es pas bien, maman va venir demain. Alors il dit non, c'est pas la peine, j'ai pas besoin, t'inquiète pas, ça va aller. Il dit écoute, de toute façon, on a décidé, on trouve pas bien, ça sera mieux, maman, elle va venir. Et elle t'appelle avant de partir. Donc je me prépare le matin, je téléphone vers 10h. Le portable ne répond pas, le fixe ne répond pas. Bon, mon mari dit bon, il doit dormir, tu t'en vas et puis je te préviens sur la route quand Jeanne appelle. J'ai fait les 3 heures de route en essayant d'appeler mon fils, en rappelant mon mari qui, au fil des heures, il s'inquiétait. Oui. J'avais mon fils et mon mari qui pleuraient au téléphone et puis moi, je devais faire la route. Toute seule, oui. Toute seule, oui, parce que tout le monde travaillait. Moi, mon mari médecin m'avait mise en arrêt parce qu'on voyait bien que notre enfant, il ne faisait pas bien. Et puis, les derniers kilomètres, j'ai eu du mal à les faire. Et je suis arrivée, et tout était fermé. J'ai dû appeler police secours, j'ai dû appeler les pompiers. Et quand je suis arrivée, c'était trop tard. Oui, ça montre bien que son désir, malheureusement, d'en finir avec cette souffrance, oui, était très fort. Puisqu'il vous avait appelé, vous lui aviez dit que vous seriez là, mais il n'a pas pu tenir jusque-là. Hein, ça... Et j'ai regardé la télé au moins jusqu'à 1h, 2h, et dans ma tête, je me disais, mais le pauvre, au vu de tout ce qu'il subissait, de toutes ces peines, de toutes ces angoisses, en moi-même, je me disais, il n'a plus que cette solution-là. Et bien sûr, je me disais ça, mais vous pensez jamais que ça va arriver, quoi. Ah oui. Non, on ne peut jamais... J'avais pensé que, en plus, quand le premier, enfin qui était en fait le deuxième, a eu le même geste, on s'est tous promis, parce qu'on est quand même une famille, je vous l'avais un petit peu raconté, où il y a eu pas mal de morts par suicide, et on s'était tous promis qu'on ne le ferait pas. Et lui, il avait promis avec nous. Mais c'est vrai que dans les mois qui ont précédé, quelquefois je lui disais, tu sais Arnaud, on l'a tous dit qu'on le ferait pas. Il dit mais maman, tu sais, parfois on pense à personne quand on fait ce geste-là. Oui, on pense à personne. C'est très juste. À ce moment-là, c'est la souffrance, la douleur qui envahit tout. Et on le voyait bien quand vous parliez de votre petite fille, hein, pour le raccrocher à la vie. Il parlait d'assurance vie, ce qui était une façon de dire je pense à elle et j'ai pensé à elle. Elle compte tellement pour moi que j'ai pris une assurance vie, mais à ce moment-là, la douleur est tellement forte, envahit tellement tout qu'il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que ça. Il disait qu'il était profond malheureux, qu'il était un roc, qu'il était pris dans une cage et avec une histoire familiale. Et avec une histoire familiale où, comme vous le dites, il y a beaucoup de morts par suicide. Et c'est pour ça. Sur 3 enfants, je vous assure que ça fait mal. C'est terrible. Ah oui, c'est terrible. Et je me permets de vous dire, je sais que c'est compliqué, mais il serait important de mettre en place des garde-fous, hein, de faire de la prévention là. En ce qui concerne la petite, votre fils, oui. Je crois que mon fils, le dernier, c'est le plus fort. C'est le plus fort, mais
si vous voulez, quand il y a dans une famille comme ça des morts par suicide, une répétition tragique comme ça, ça crée souvent des trous dans l'histoire. Ça crée et si vous voulez, après on n'est plus dans l'ordre du rationnel de dire on a déjà été tellement éprouvé, promettons-nous qu'on ne le fera pas. Mais il y a un moment, malheureusement, parfois là, on peut être tellement submergé, rattrapé, pris par une histoire qui vous dépasse, où finalement ça pose la question des places de chacun et des identifications de chacun, à qui on se construit en s'identifiant à quelqu'un. Et il y a des personnages, et souvent les personnes qui se suicident laissent une marque très particulière dans la famille. Leur absence peut empêcher les vivants de bien se construire et d'avancer dans la vie quand ça n'est pas bien parlé, quand ça n'est pas bien repris, travaillé, élaboré. C'est pour ça que pour votre petite fille, si vous voulez, il n'y a pas un déterminisme systématique. C'est pas dans vos gènes qu'il y a quelque chose d'inscrit, c'est quelque chose dans une histoire où il y a un plus grand risque de répétition par rapport à votre petite fille, par rapport à votre fils. Le dernier, comme vous dites, qui est le plus fort, oui, mais méfions-nous de ces images de plus fort. Vous voyez, il y en a un qui est plus fort, l'autre qui serait plus fragile, parce que si vous voulez, c'est là où votre petite fille, il est pas important, il n'y a pas lieu de. Il ne s'agit pas de cacher quelque chose. Quand je vous disais tout à l'heure, comment parler, jusqu'où répondre, c'est-à-dire de ne pas aller plus vite qu'elle, et plus vite que ce qu'elle est en mesure d'assimiler et de comprendre du haut de son psychisme de petite fille de 6 ans. Donc, c'est déjà pour nous en tant qu'adultes, pour vous, il y a quelque chose, ça crée du vide, c'est terrible, on a du mal à penser autour de cet acte-là. Oui. Donc un enfant, lui, ne peut pas se représenter ça, ne peut pas penser ou va le représenter avec son esprit à lui, déjà que la perte d'un parent le confronte à l'abandon, mais en plus, tout petit, si on lui dit que son parent s'est donné la mort, il peut y avoir se dire, oui, il m'a doublement abandonné. Il n'était pas malade, c'est pas un accident, il a choisi. Ce qui peut être, si vous voulez, l'enfant a du mal ne va pas pour intégrer que c'était la souffrance qui était telle qu'à un moment, oui, il n'y avait pour lui à ce moment-là, pensait-il, pas d'autre solution. L'enfant, il peut pas aller aussi loin dans son raisonnement. Déjà pour nous en tant qu'adultes, c'est compliqué. Donc, il s'agit pas de lui cacher parce que ça se sait et c'est justement ces secrets qui peuvent être terribles. Donc, à un moment, oui, il faudra lui dire quand elle sera plus en âge de comprendre. C'est-à-dire ? Il n'y a pas un âge. Je veux pas vous donner ce soir un âge en disant ça serait à l'âge de 10 ans, ça serait à l'adolescence. Et il faut qu'il y ait toujours une porte ouverte, c'est-à-dire que à un moment elle va vous demander par rapport à la réponse que lui a faite sa maman, papa était malade et il est mort. À un moment, on peut penser que elle va dire mais de quoi était-il malade ? Qu'est-ce qu'il avait ? C'est quoi sa maladie ? Alors dans un premier temps, si c'était là, on pourrait dire il souffrait, sa maladie, c'est que il souffrait beaucoup, il était malheureux, voilà, commence à mettre des mots autour de cette maladie qui était plus il était malheureux, il n'arrivait pas, mais pas à cause de toi. C'est parce que c'est dans son histoire. Toujours amener à l'enfant que l'enfant n'est pas responsable. Que c'est pas de sa faute. Voilà. Et après, j'ai envie de dire quand même qu'il serait peut-être important en fonction. Bon, là, elle développe pas de symptômes particuliers autre que par rapport à son sommeil, son appétit. La petite ou mon Oui, la petite. Mon fils. La petite et votre fils aussi. Je l'ai eu pendant les vacances de Noël. Elle a passé de très bonnes nuits. Enfin, elle se couchait assez tard parce qu'elle regardait la télé. Mais elle dormait bien. D'accord. Non, et quant à mon dernier fils, non, il dit qu'il ne dort pas bien. Il dit qu'il ne dort pas bien, mais lui, c'est quelqu'un d'assez très, très introverti et qu'il me dit toujours maman, si tu as besoin de parler, je suis là. Moi, je lui dis la même chose, mais lui, il m'en parle pas du tout.
Oui. Vous pourriez pas l'encourager à aller en parler? Ouf. Je crois que ça serait non d'avance. Si, je peux essayer. Vous pouvez dire, ou peut-être vous allez parler, je crois qu'il y a lieu de parler de cette histoire, de toute cette histoire familiale. Il y a de la prévention à faire. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Parce que votre fils doit vouloir vous protéger. Déjà, c'est sa personnalité, d'être introverti. Et puis, vous faites face avec beaucoup de courage, avec beaucoup de dignité. Hein, et donc, il ne doit pas vouloir rajouter sa souffrance à la vôtre. Votre petite fille, elle est petite. Vous êtes l'adulte, vous êtes sa mamie, vous êtes celle qui apaise, qui rassure. Votre fils, lui, il est adulte déjà. Il a quel âge, votre fils là? Il est de 79, donc il va avoir 33 ans. Donc, si vous voulez, lui, c'est important qu'il puisse avoir un lieu pour déposer. Ça serait important, vraiment, sans craindre de faire souffrir. Il doit y avoir beaucoup. Si je comprends bien, vous avez 3 enfants. Oui, j'avais 3 fils. Oui, lui est le seul vivant. Hein. C'est très lourd en termes de culpabilité aussi. On peut se dire pourquoi moi je reste et ces 2 frères qui se sont donné la mort. C'est peut-être pas dans l'immédiat qu'il va faire ce travail, mais vous pourriez dire de façon générale. Je crois qu'il faut maintenant qu'on parle de cette histoire. Qu'on en parle ensemble. Et pas contre vous. Pas contre vous. C'est-à-dire qu'il y a un travail aussi plus autour de la psychogénéalogie. Qu'est-ce qui s'est joué dans votre famille? Qu'est-ce qui se transmet? Et sortir, justement, ne pas en parler contre vous. En parler vraiment à quelqu'un d'extérieur et qui pourra certainement lever certaines choses qui peuvent encore vous échapper même de cette histoire-là. Il y a une influence encore de ceux qui sont partis certainement et je peux que vous conseiller de travailler là-dessus. Et votre fils, je comprends, hein, c'est-à-dire que c'est pas, étant donné son âge, vous pouvez pas le prendre par la main et l'amener consulter. Mais vous pourriez dire, en parlant de vous, en associant, c'est les suicides qui ont eu lieu, c'était du côté maternel ou paternel? Des 2 côtés. Bon, alors en plus. Vous incluez votre mari. Mon mari a perdu son père comme ça. Et du côté de ma mère, il y a sa grand-mère qui s'est suicidée. Là, c'est un petit peu plus ancien du côté maternel. Oui, donc si vous voulez, vous voyez, quand il y a des 2 côtés, des 2 héritages, maternel et paternel, il y a vraiment lieu. Je peux que vous conseiller ça. Il y a quelque chose il faut sortir de ce côté encore très mortifère de ces disparitions prématurées. Bien sûr que ça fait partie de mes craintes. Bien sûr. C'est faire de la prévention. C'est vraiment nécessaire parce que pour ceux qui restent, c'est un très lourd fardeau qui leur reste sur les épaules avec beaucoup de culpabilité. Donc, il est important de faire un travail. De pouvoir... c'est parce qu'il n'y a pas de... Quand je vous disais qu'il n'y a pas forcément de déterminisme, c'est-à-dire qu'on peut sortir de cette fatalité du malheur. Je sais pas. Pardon? Je sais pas. Oui, forcément, compte tenu de ce que vous vivez. Une malédiction. Non, il n'y a pas de malédiction. Il y a des familles où on peut penser, c'est vrai qu'il y a des familles qui sont tellement éprouvées, et toujours de la même façon, qu'on peut penser qu'il y a des malédictions familiales. Ces malédictions familiales, lorsqu'elles sont travaillées, analysées, décortiquées en thérapie, je peux vous assurer qu'il y a du sens derrière tout ça. Et qu'on n'est pas dans la malédiction. Ce qui est mortifère, ce qui se transmet, c'est justement ce qui n'a pas pu être à un moment parlé. On croit tout savoir et on ne sait pas tout. Et il y a des choses qui vont se transmettre d'une souffrance qui à un moment peut devenir tragique. Donc, mais on peut lever ça, vraiment.
Je vais vous lire quelques réactions avant d'accueillir Micheline qui est avec nous. Non, c'est Monique, pardon. Il y a Nico qui dit vraiment toute ma compassion à cette maman aussi durement éprouvée, dont le courage et la dignité forcent une très grande admiration. Et puis Jordan aussi qui vous envoie toute sa compassion. Damien qui dit mon oncle s'est suicidé, ce fut très très dur, mais j'ai fini par l'accepter. Courage à vous et à votre petite fille. Et puis quelqu'un dit terrible histoire. Je conseillerais de faire un travail sur le génosociogramme, enfin sur l'histoire familiale, qui peut permettre de comprendre et de se libérer. J'ai eu la chance d'en faire un et ça a été une libération pour moi. Ne restez pas seul avec cette terrible histoire. Et puis quelqu'un qui dit, c'est quelqu'un qui est de Bayeux, qui dit vous êtes très courageuse de pouvoir en parler comme vous le faites. Sergio qui est très touché par votre témoignage poignant. Lilia qui vous envoie toute son affection. Et Mounette qui dit comme c'est terrible ce que vit cette maman. Dites-lui que nous prions pour elle et sa petite fille. Et je ressens une grande peine. On va accueillir Monique. Bonsoir Monique. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Monique. Bonsoir Monique. Bonsoir Cathy. Voilà. Écoutez Cathy, d'abord moi-même je suis très émue aussi pour ce que vous vivez, qui est très dur. J'ai perdu moi-même une fille qui allait avoir 24 ans. C'était début 89, le 3 février 89, ça fera 24 ans cette année. Et elle a laissé une petite fille qui allait avoir 2 ans. Et donc elle est décédée de maladie. Et cette petite fille, si vous voulez, pour vous dire combien les enfants sont sensibles, la veille du décès de notre fille, cette petite fille était comme un petit lion en cage dans la salle, dans la pièce, disons, où on pouvait se réunir un petit peu. Ma fille avait eu le courage de se lever. Et elle était après sa maman sans arrêt comme cela. Et je lui disais, mais arrête ma petite poupée, je ne prononce pas son prénom. Et je lui dis, parce que tu fatigues maman. Et ma fille avait dit, ben non, laisse-la, ça fait rien, c'est pas grave. Alors après, notre fille étant fatiguée, elle est partie tout doucement se recoucher. Et notre petite fille, elle, au moment où elle devait quitter sa maman pour venir chez nous pour dîner, eh bien, elle s'est mise à pleurer, à crier, enfin, etc. Tout ça pour vous dire que, bien, la veille, quoi, le soir même, quoi, elle avait déjà tout senti, ce que nous, on voyait, on prenait pour une grande fatigue. Elle avait déjà senti que la mort était là, quoi. Ce sont des réactions exactement comme un petit animal, quoi, vous voyez. Et après, lorsqu'elle a grandi, eh bien, elle nous a posé beaucoup de questions auxquelles on essayait toujours de répondre. Personnellement, j'avais été voir une psychologue de la Fondation Françoise Dolto pour lui demander comment il fallait réagir. Alors, elle nous avait dit qu'il ne fallait pas toucher aux photos, il fallait laisser la maison comme elle était, puisqu'elle était déjà chez nous un petit peu avant le décès de notre fille, quoi. Oui. Et puis, comment leur changer, le plus possible les idées, quoi. Même quand vous êtes en voiture, vous discutez d'un tas de choses, quoi, comme dans la vie normale, quoi, si vous voulez. L'insérer le plus. On fait des choses, on fait plein de choses pendant les vacances. Voilà, c'est ça. Et puis vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'elle va grandir, pour la nôtre c'était différent puisqu'elle était toute petite. Hein. Donc beaucoup de choses se sont estompées, mais elle a posé beaucoup de questions en disant qu'est-ce qu'elle faisait comme bêtise, maman, comment, c'est important, des questions qu'on n'irait pas imaginer, vous voyez. Oui, mais c'est important parce que c'est ça, c'est-à-dire qu'elle avait besoin aussi pour se construire, de s'identifier, que vous lui parliez de sa maman, vous qui étiez maman, la maman de sa maman, et qu'il y ait une transmission. Voilà. Et c'est vrai que ça, vous avez raison, Monique, c'est très précieux. Oui. Et c'est. Je me demandais justement si vous disiez tout à l'heure, Caroline, de ne pas anticiper. Je me demandais si parfois
Oui. Des petites bêtises que faisait mon fils, je peux lui dire, tu vois, papa il faisait ci, ou il faisait là, oui. Sans qu'elle m'ait parlé de papa. Ou alors, si elle y pense pas, faut pas lui faire penser. Oh non, vous pouvez lui en parler. Vous pouvez lui dire, parce qu'à ce moment... lui en parler oui, moi je suis d'avis, parce que là, dans ces cas-là, c'est parler de son papa, de son vivant, de vous. Vous êtes la maman de son papa. Oui, et donc vous dites, ton papa aussi, tu sais, petit garçon, voilà. Alors, d'ailleurs, elle a des manies de son père. Oui, alors vous... Quelquefois, c'est vrai, c'est risible, et puis... C'est triste, mais c'est triste parce que je pense à mon garçon. Mais c'est risible quand je vois qu'elle fait les mêmes mimiques que son père. Je me dis... Non, mais c'est bien. C'est bien, de toute façon, vous allez voir au fur et à mesure qu'elle va grandir. Moi, ma petite fille, je dis toujours ma petite fille, mais maintenant, vous voyez, elle a 25 ans. Donc, Et puis... Et elle va bien. Elle a réussi, disons, c'est vrai que j'ai vraiment veillé, je peux dire, pour qu'elle garde cet équilibre. Oui. Je dis parce que, une femme, on est quand même des fois plus disponible, hein. Et puis il y a l'instinct de la maternité, des 9 mois de gestation, enfin tout ça, quoi. Et donc c'est important, quoi. Oui, mais vous avez raison, Monique. C'est-à-dire que c'est important. Vous pouvez lui parler, Cathy, de son papa, donc de votre fils, en disant, lui aussi des traits de caractère, des petites choses comme ça, des petits exemples. C'est important, comme vous le feriez. Ce qui serait problématique, c'est que vous vous interdisiez d'en parler. Non, non. Parce qu'il n'est plus là. Vous voyez, ça serait problématique. Et j'ai besoin d'en parler à elle, parce que justement, avec mon mari, je peux pas en parler. Alors, justement, c'est là où c'est compliqué. Oui, mais alors c'est là où c'est compliqué, où je disais qu'il faut pas non plus que... Voilà, tout est dans le dosage, et c'est ce qui est dur. C'est que je comprends que vous ayez besoin d'en parler de votre fils. C'est bien légitime. Avec votre mari, les hommes ont souvent plus de mal par rapport au deuil comme ça d'un enfant. Verbalisent moins. Ils sont dans une souffrance terrible également, mais qui n'arrivent pas à verbaliser. Ils sont terrassés. Les mères souvent arrivent plus à mettre des mots. Mais pour autant, il ne faudrait pas que votre petite fille devienne la seule dépositaire de la mémoire de votre fils. Ah oui. Voilà. Donc c'est là où je vous disais que... Par rapport à tout à l'heure, c'est-à-dire au fait que dans votre famille, le suicide, semble-t-il, est comme un symptôme de quelque chose d'autre. Et que le fait d'aller en parler en thérapie, ça permet d'éclairer un peu votre histoire familiale. Oui. Et c'est là où je parlais de prévention, c'est-à-dire que sans penser que forcément, puisque justement, on n'est pas dans la malédiction. Et que donc il n'y a pas quelque chose qui attend, où on est dans un déterminisme. Non. C'est justement comme, je vais prendre un exemple d'une maladie physique, si on sait que du côté maternel ou paternel, il y a des troubles cardiovasculaires, un problème de diabète et autres, les descendants vont, avec leur médecin, en parler. Il y aura une surveillance, souvent qui peut être mise en place, qui permet justement d'éviter, de faire de la prévention, d'anticiper, de soigner. Sur le plan psychique, ça fonctionne aussi comme ça. On peut faire de la prévention. Oui, parce que en éclairant ce qui est en jeu dans une famille où le suicide peut être un symptôme. Oui, vous savez, on a presque un sentiment de honte. Oui, je comprends, bien sûr. Et en plus, qui a été renforcé par l'attitude de cet officier de police, comme si vous étiez damné, marqué, du saut comme ça, terrible, d'une fatalité. On se dit, qu'est-ce que les gens doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle leur a fait, quoi, pour qu'ils finissent, pour que... C'est pas de cet ordre-là. C'est pas de cet ordre-là, ça se... Moi, je sais bien que... Oui. Bien sûr, comme vous disiez, il y a 2 jours ou il y a 3 jours, tout le monde fait des erreurs. Mais oui, et pour autant, ça n'a pas une issue aussi tragique. Donc, voilà. Et oui. Mais si vous voulez justement... Je semble avoir été là, mais bon, j'ai pas été... Je l'ai vu venir, mais j'ai rien pu faire, quoi. Si vous voulez, c'est exactement ça. Et c'est là où aujourd'hui, pour vous, pour ceux qui sont là, il y a possibilité de faire quelque chose.
Il faut aller voir un psychiatre. Oui, enfin, quelqu'un, voilà, qui est psychanalyste. On n'est pas dans la maladie, mais quelqu'un où vous allez faire un travail, parler déjà vous de ce que vous ressentez pour que ça soit pas seulement votre petite fille qui soit dépositaire de tout ce que vous avez besoin de dire. Je comprends. Et avec qui vous allez pouvoir reprendre le cours de cette histoire. Hein? Oui, parce que je m'excuse, mais de mon côté, si vous voulez, personnellement, moi j'ai perdu un frère qui était numéro 2 comme notre fille à l'âge de 26 ans. Lui, il avait 24 ans également. Et ma grand-mère maternelle, aussi avait perdu un enfant qui était le numéro 2. Oui, malheureusement, c'est ça. Il y a souvent des répétitions comme ça. Je vous remercie, Monique. Je vous souhaitais déjà beaucoup de courage à vous et accueillir Clément. Je remercie Daniel. Je vous en prie. Je remercie Daniel qui cite un livre de Claude Ponty qui s'appelle L'arbre sans fin et qui est écrit où on explique la mort aux petits-enfants. Claude Ponty, L'arbre sans fin. Et pour vous, Daniel parle de Bruno Clavier, comme un clavier, Bruno Clavier, les fantômes familiaux, psychanalyse transgénérationnelle. Peut-être que vous pourrez trouver peut-être un apaisement, des clés. Bruno Clavier, les fantômes familiaux. Psychanalyse transgénérationnelle. On va vous les donner hors antenne. Je voudrais qu'on accueille l'émission Mon Fils pour essayer de... Oui. Clémence, vous êtes là ? Oui, bonsoir. Bonsoir Clémence. Vous avez été la petite fille à qui on ne savait pas quoi dire. Oui, justement, c'est pour ça que je voulais vraiment vous entendre avant que l'émission se termine. Il nous reste un peu moins d'une minute. Je vais vous demander oui, j'ai essayé de faire court. Moi, les circonstances ne sont pas tout à fait les mêmes parce que moi, j'avais 2 ans. J'étais toute petite, donc je n'avais aucun souvenir. Enfin, je n'ai aucun souvenir de mon père. Mais j'ai grandi avec. On m'a expliqué qu'il était au ciel, qu'il n'était plus là. Mais quand mes questions se sont fait plus précises, je me suis retrouvée face à un mur parce que c'était une grande honte dans la famille. C'était un tabou. Ça a été un tsunami. Ma maman a perdu l'amour de sa vie. Mes grands-parents ont perdu leur fils chéri. Et donc, en fait, moi, on avait tout zappé. Des photos, on les voyait par accident dans les albums photos. Et puis, quand je posais des questions, c'était des silences gênés. J'avais pas trop de réponses à mes questions. Je n'osais pas trop poser de questions. Et puis, c'est à l'adolescence, moi, que ça a commencé à me travailler sérieusement. Surtout qu'on me laissait souvent échapper que je lui ressemblais, que j'avais des points communs avec lui, au niveau du caractère, ce genre de choses. Et puis, j'ai essayé de parler à ma maman et ma maman n'a pas réussi à me parler. Donc, c'est un oncle qui me l'a dit. Oui. Et je peux vous dire qu'à 15 ans, quand on se prend ça en pleine figure, c'est... Oui, parce qu'il n'y a pas eu de préparation avant, c'était le non-dit, et tout d'un coup... Donc, quel dommage qu'on ne puisse pas vous garder plus longtemps, Clémence, parce que malheureusement, on arrive à la fin de l'émission. Mais... Merci. J'aurais aimé vous demander comment vous allez aujourd'hui. Moi, ça va. Alors c'est important. On va donner des références d'ouvrages encore en antenne, notamment Chantal Rialan, Cette famille qui vit en nous. C'est un guide pratique de psychogénéalogie aux éditions Marabout. Ne raccrochez pas, surtout Cathy et même Monique, même peut-être vous, Clément, si vous êtes intéressés. On vous transmet tout ça hors antenne. Très bon courage à vous. D'accord, merci de votre confiance. Au revoir. Belle nuit à vous.